Figaro Live, il est très exactement 10h47, nous sommes en direct pour ce 14 juillet comme chaque année. Une cérémonie a lieu, toutefois cette cérémonie est un peu différente de la normale. Cette année nous sommes en direct sur la place de la Concorde pour une cérémonie d'hommage militaire bien évidemment, mais une cérémonie d'hommage aux soignants. En cette période de crise sanitaire, vous le savez, les soignants qui sont sur le devant de la scène. On l'a vu hier en direct pendant près d'une heure avec Jean Castex, le Premier ministre que l'on peut voir à l'écran aux côtés d'Emmanuel Macron. Jean Castex qui a signé le Ségur de la Santé aux côtés d'Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, mais également des syndicats qui, pour une certaine partie d'entre eux dans le domaine de la santé, ont accepté ces accords. Aujourd'hui, changement de contexte, puisque, comme chaque année, a lieu les festivités, les célébrations du 14 juillet, et non pas pour un défilé militaire sur les Champs-Élysées, comme d'habitude, mais c'est une première depuis 1945, mais plutôt pour une cérémonie d'hommage qui a lieu sur la place de la Concorde. Vous le voyez, Emmanuel Macron et Jean Castex sont arrivés sur la place de la Concorde pour saluer les différents officiers en place. Ces salutations ont cours, et pour suivre cette cérémonie aujourd'hui sur la page principale du Figaro, sur Facebook, mais également sur Twitch. Nous sommes en direct avec Rafray Meriadec. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialisé défense. Vous êtes également secrétaire général de l'association des journalistes de défense. Et vous allez vivre avec nous cette cérémonie qui est un peu particulière. Tout d'abord dans son organisation, mais également dans son échelle, Rafray. Bonjour Thibault. Oui, effectivement, vous l'avez souligné. En fait, c'est un 14 juillet exceptionnel puisque traditionnellement le défilé occupait l'ensemble de l'avenue des Champs-Élysées, depuis le haut jusque vers le bas. Et que c'est très exceptionnel que ce défilé ne suive pas ce protocole. Il y a eu plusieurs fois depuis les années 80 où il y a eu des variantes. Je regardais tout à l'heure. En 74, le défilé avait été concentré dans la Bastille, entre Bastille et République. En 75, au cours de Vincennes. En 77, à l'école militaire. En 79, à nouveau à la République Bastille. Il y a eu aussi un défilé de nuit. Et cette année, donc, pour les raisons liées aux mesures de rassemblement de moins de 5000 personnes, effectivement, on a décidé de le concentrer sur le 8,6 hectares de la place de la Concorde, la plus grande de Paris. Alors, le président de la République a salué les hautes autorités militaires, à savoir, donc il était accompagné du chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, que l'on ne voit plus, le général Leray qui tourne le dos au président, qui est le gouverneur militaire de Paris, qui d'ailleurs va quitter ses fonctions fin juillet. C'est son dernier défilé, son 5e et dernier défilé. Il a également salué en descendant du commande-car les patrons des armées. De mémoire, de la gauche vers la droite, il y avait le général Burkhardt, Thierry Burkhardt, qui est le nouveau patron des armées, de l'armée de terre depuis un an. Il y avait ensuite le patron de la marine, le général, l'amiral Christophe Prasuk, qui lui aussi quitte ses fonctions à la fin du mois de juillet, dans quelques semaines, et à qui d'ailleurs le président a rendu un hommage appuyé hier soir à l'hôtel de Brienne. Et puis le dernier, à la droite, c'était le patron de l'armée de l'air, le général Philippe Lavigne. Alors en fait, ce qui est intéressant à souligner, c'est que ce 14 juillet marque un tournant dans les équipes militaires qui entourent le président Macron, à commencer par le plus proche collaborateur militaire du président Macron, le chef d'état-major particulier du président. C'était donc, on l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs il est barbu, il a une forte corpulence, il s'appelle
l'amiral, son nom va me revenir, il m'échappe tout d'un coup, c'était le chef d'état-major particulier qui sortant, qui va être remplacé. Son successeur a été déjà nommé, il s'appelle l'amiral Roland. Son nom va me revenir, c'est un sous-marinier réputé très, très fin, qui a assuré la succession entre les deux présidents, entre François Hollande et Emmanuel Macron. Présents sont un petit peu limités en termes de nombre en raison de la crise sanitaire. En revanche, ils sont bien présents dans le chat sur notre page, sur la page principale du Figaro, sur Facebook mais également sur Twitch où nous vous diffusons ces images. Merci à tous, vous êtes nombreux à être avec nous aujourd'hui. Je vais vous saluer tout d'abord dans le chat. Je vous remercie à tous d'être avec nous. Bonjour Chris par exemple. Alors je vais essayer, voilà, comme ça vous pourrez suivre aussi ces images. Bonjour à vous Chris, bonjour également Dominique Poujoise, Claudette Dubo, bonjour à Chevalier de Van Caradoc et toute sa famille qui nous regarde. Bonjour Gio Giannoni, Joss Only5, Philippe de Lierre. Alors je ne pourrais pas tous vous saluer puisque vous êtes actuellement 1600 à nous regarder sur la page principale sur la page Facebook du Figaro seulement, alors que vous êtes aussi tout aussi nombreux à nous regarder sur la page principale du Figaro et sur Twitch, donc je vous remercie. N'hésitez pas en tout cas à poser toutes vos questions à Rafray Meriadec, qui est donc journaliste spécialisé défense mais également secrétaire général de l'association des journalistes de défense, donc il pourra vous répondre notamment sur le déploiement des troupes que l'on va pouvoir observer et sur aussi l'organisation de cette cérémonie d'hommage aux soignants. Vous le voyez, les salutations continuent avec cette année 5 pays à l'honneur, Rafray, à commencer par l'Allemagne. Alors effectivement, on a l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg. Ce sont les États qui ont participé à l'accueil de nos concitoyens qui avaient été contaminés et qui étaient en réanimation, pour la plupart d'entre eux, dans les hôpitaux de l'Est de la France. On peut citer les chiffres. L'Allemagne a récupéré 120 patients français en mars et avril, entre le 21 mars et le 4 avril. L'Autriche, 2 patients, c'est symbolique, mais voilà. Le Luxembourg, 11 patients, et la Suisse, 27 patients français. Patients qui ont été transférés essentiellement par des moyens aériens français, mais également par des moyens aériens militaires allemands, notamment un A400M, l'Atlas, que nous on appelle l'Atlas, qui est l'avion de transport stratégique qui remplace l'antédiluvien Transal. Et entre-temps, pendant que je vous parlais, j'ai retrouvé le nom du chef d'état-major particulier du président, le marin barbu, l'amiral barbu que vous avez vu à l'écran tout à l'heure, l'amiral Rogel. Je le disais tout à l'heure, il est un de ceux qui est resté le plus longtemps dans ce poste, depuis 2016 jusqu'à donc 2020. Il a été prolongé de mémoire au moins une fois. C'est dire la confiance et le rôle que cet amiral qui avait auparavant été patron de la marine, chef d'état-major de la marine, a pu avoir auprès du président. On sait que le président suit de très près les dossiers militaires. Il annote lui-même un certain nombre de dossiers de sa propre main. Voilà, et donc pour le remplacer, c'est non plus un sous-marinier, mais un surfacier, l'amiral Roland, barbu lui aussi d'ailleurs, qui prend ce poste. Son nom est apparu ces derniers temps dans les médias parce qu'il était en charge de la force d'action navale à Toulon, c'est-à-dire il était le responsable organique de la flotte de surface, et il était notamment le responsable du porte-avions Charles de Gaulle. On en a un petit peu parlé durant la période de contamination de l'équipage au Covid-19. Et puisqu'on en est aux hommes, signalons aussi qu'on attend la nomination évidemment du remplaçant du chef d'état-major de la marine, l'amiral Prazuc. Quelques noms circulent déjà. Et un autre responsable important pour les opérations a changé, celui qu'on appelle le sous-chef opération à l'état-major des armées. Et ce poste était occupé par le général de Saint-Quentin, un terrien des forces spéciales pendant plus de nombreuses années. Et il vient d'être remplacé par le général Stéphane Mille,
qui est un aviateur, un pilote de chasse, qui a notamment été le numéro 2 d'Opération Barkhane en 2016 ou 2017, si mes souvenirs sont exacts. Alors que les membres de notre gouvernement sont assis pour le début de cette cérémonie, on va revenir tout de suite sur ce qu'on peut le voir à l'écran. Avant cela, je vais vous saluer, vous qui nous souhaitez une bonne fête nationale. Bonjour Jessica Bendezu sur Facebook, bonjour également Calvin Wang qui nous dit bonne fête nationale française, vive la France. Merci à tous, n'hésitez pas à nous passer vos salutations. Bonjour aussi à Joshua McNally qui nous regarde d'Australie, bonjour à vous. Bouchard Jean-Christophe qui nous salue également. Voilà, merci à tous. C'est vrai que j'ai vu ce message tout à l'heure. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas beaucoup de nos internautes après sont assez interloqués par le fait que les membres du gouvernement n'aient pas leur masque. Alors on peut dire que les personnes qu'on voit ici qui n'ont pas leur masque l'ont eu pendant tous les déplacements. On les a vus les enlever lors de leur arrivée ici sur la place de la Concorde. Ne vous inquiétez pas, et vous le voyez qu'en tout cas les distances de sécurité sont bel et bien respectées, même si ça c'est plutôt d'usage, ces espacements entre les places que l'on peut voir. Alors désormais on voit un blindé arriver place de la Concorde avec ces membres de l'armée. Voilà, donc c'est un char Renault de la Première Guerre mondiale, si je ne m'abuse. Mais là j'avoue qu'il faudra un spécialiste. On va continuer voilà. Et là, avec vous. Oui, pardon. Voilà, et là en fait on a la présentation des différentes gardes au drapeau. Voilà, cette formation que l'on voit à l'écran maintenant, on a donc, en général, ce sont des officiers et des sous-officiers qui ont été méritants, qui portent le drapeau de l'ensemble des régiments qui sont, des formations qui sont représentées autour de cette place de la Concorde. On a, je suis en train de retrouver les chiffres pendant que je vous parle pour ne pas vous dire de bêtises. On a 30 gardes au drapeau qui sont présentes ce matin. Voilà, on voit les chars, effectivement, c'est bien ça. Alors c'est 1939 en fait. Soutient le moral et les combats de la résistance, dont elle est le premier instrument. Son indicatif reprend en code morse le V de la victoire. Sur terre, sur mer et dans les airs, le général de Gaulle dirige la lutte en Afrique, en Asie et en Europe. Fédère la résistance. Voilà, le 18 juin 1940. Il y a un excellent livre d'ailleurs qui est sorti sur les compagnons de la libération qui explique comment en fait cet appel n'a pas forcément été entendu par beaucoup, mais qu'on l'ait entendu ou pas, beaucoup de Français, beaucoup de militaires avaient donc décidé de rejoindre Londres pour continuer le combat. Ce que l'on peut dire peut-être pour rassurer les gens, c'est qu'en fait le format choisi exceptionnel donc pour ce 14 juillet tient compte, comme je le disais au début, de la doctrine, des décrets légaux sur l'organisation des manifestations. Il y a moins de 5000 personnes, 2190 et quelques militaires, et le reste essentiellement composé d'invités, du gouvernement bien sûr, de tout le personnel de sécurité, des médias, etc. et des invités donc de l'Élysée. C'est l'Élysée qui a géré les invitations. On retrouve parmi les invités de nombreux professionnels de la santé et l'ensemble de ces professions qui ont contribué à la résilience, le mot est à la mode, de notre pays durant ces 2 mois et demi de crise, depuis les métiers les plus simples, les plus manuels, jusqu'aux métiers peut-être plus de médecins, etc.
Alors, comme vous l'avez compris, je ne suis pas un spécialiste des chars, mais j'ai eu l'occasion, et je conseille à tous vos internautes cet été, s'ils le veulent et le peuvent, d'aller faire un tour au musée des blindés de Saumur. C'est un des plus beaux musées du monde, dans lequel il y a des spécimens exceptionnels des chars depuis les années 14, 15, 16, 17 jusqu'à de nos jours. Alors que là, on voit à l'écran évidemment la croix de Lorraine dessinée avec les représentants de l'ensemble, de toute la diversité des armées. On voit d'ailleurs, je pense que c'est un représentant du 1er régiment de ce pays qui porte la longue, voilà, au premier plan à droite, la longue cape blanche. C'est un des régiments héritiers des traditions de l'armée d'Afrique. Celle qui a été d'ailleurs mise à l'honneur par Geneviève Darrieussecq, la ministre des Anciens Combattants, à travers un fascicule recensant une centaine de morts, de héros de cette armée d'Afrique morts au combat, issus de nos anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest essentiellement et de l'Afrique centrale. L'idée, c'était de remettre ce fascicule aux parlementaires pour les inciter à honorer de leur nom nos places et nos rues de village, si ce n'est pas déjà fait, ainsi que de leur dresser des statues. Alors après, on a une question sur Facebook de Jérémy Letellier, qu'on salue, qu'on remercie d'être avec nous, qui nous demande si le dernier défilé à huis clos était en juillet 1940. Alors ce qu'il faut dire, c'est que là, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une première depuis 1945, puisque eh bien, ce n'est pas un défilé sur les Champs-Élysées auquel on assiste, mais plutôt à une cérémonie d'hommage aux soignants qui eh bien, se fait sur la place de la Concorde sans défilé et surtout avec beaucoup moins de spectateurs que d'habitude, près de 2 fois moins. En fait, je me permets de rectifier un tout petit peu. En réalité, il n'y a pas de défilé motorisé, mais il y aura bien 3 défilés. Un défilé à pied, des troupes à pied, qui sera évidemment concentré sur cette place, mais également 2 défilés aériens, avec un peu moins, il est vrai, d'appareils, un défilé avec des avions et un défilé avec ce qu'on appelle les voilures tournantes, c'est sur les hélicoptères, avec un peu moins d'hélicoptères, mais il y aura quand même bien 2 défilés aériens. Donc voilà, format exceptionnel certes, mais les codes et le gouverneur militaire de Paris, le général Leray, qui est le grand maître de cérémonie, avait bien insisté sur le fait que les codes du 14 juillet, les codes militaires du 14 juillet étaient tous bien respectés. Hein. C'est une cérémonie qui est en fait codifiée et on ne peut pas en fait, comment dirais-je, sortir de ces codes comme ça. Et en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et par ailleurs, il y a eu d'autres défilés dans des endroits clos. Donc je citais notamment un défilé de nuit, il y a eu un défilé à l'école militaire, il y a eu un défilé, les premiers défilés étaient sur l'hippodrome de Longchamp, voilà. Alors effectivement, ça c'est pas une tradition, en tout cas c'est une tradition qui est très récente. Sauf si je me trompe, mais je pense que c'est François Hollande qui a dû inaugurer ce format, à un moment où d'ailleurs François Hollande était un peu chahuté dans les sondages. Il a fait comme a su faire très bien Emmanuel Macron, d'ailleurs se rapprocher des armées pour se représidentialiser à l'époque. Emmanuel Macron, lui, avait endossé très rapidement son uniforme de chef des armées, car je vous rappelle qu'en France, constitutionnellement parlant, c'est le président qui est chef des armées, non pas le Premier ministre. Et en fait, Emmanuel Macron, depuis, je crois, de l'été 2017, le 13 juillet 2017, prononce un discours à l'hôtel de Brienne la veille du 14 juillet. Je vous rappelle d'ailleurs que le premier discours qu'il avait prononcé le 13 juillet 2017 avait été celui au cours duquel il avait eu des mots durs, voire même désagréables à l'encontre du chef d'état-major des armées de l'époque, qui était général Lecointre, qui avait amené ce dernier, quelques jours après, à poser le képi, comme on dit chez les militaires, à démissionner. J'avoue que hier, le président a eu un tout autre ton à l'endroit des armées. Il a prononcé à de nombreuses reprises le mot merci. Il a dit plusieurs fois merci. Et effectivement,
Moi, ce que j'ai noté pendant cette crise, c'est que quand le président, le 25 mars, depuis Colmar, a annoncé l'ouverture de l'opération Résilience, les armées ont immédiatement emboîté le pas. Il a en quelque sorte appuyé sur un bouton et les armées ont réagi. Et donc, il pouvait bien leur dire merci. Le président, le 25 mars, depuis Colmar, a annoncé l'ouverture. Qu'au premier rang. Que seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même. Que notre pays, tel qu'il est, parmi les autres, tels qu'ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se sentir droit. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur. Je trace les bases que nous souhaitons donner aux institutions renouvelées de la France. Ces bases, elles sont définies par les 3 devises des Français libres. Nous disons honneur et patrie, entendant par là que la nation ne pourra revivre par la victoire et subsister que dans le culte de sa propre grandeur. Nous disons liberté, égalité, fraternité, parce que notre volonté est de rester fidèle aux principes démocratiques. Nous disions libération, car si notre effort ne saurait se terminer avant la défaite de l'ennemi, il doit avoir comme aboutissement, pour chacun des Français, une condition telle qu'il lui soit possible de vivre et de travailler dans la dignité et la sécurité. Il faut que la défense de la France soit française. Un pays comme la France, s'il lui arrive de faire la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Il faut que son effort soit son effort. S'il en était autrement, notre pays serait en contradiction avec tout ce qu'il est depuis ses origines, avec son rôle, avec l'estime qu'il a de lui-même. Oui, tout à fait. J'en profite pour commenter ce qu'on voit à l'écran. Donc on voit en fait des Saint-Cyrien, ces élèves de l'école, enfin de la grande école militaire de l'armée de terre. Et j'en profite pour signaler qu'ils portent, on voit ce qu'on appelle une fourragère, un morceau de tissu vert à leur épaule gauche. Et en fait, cette fourragère leur a été remise officiellement à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr par la ministre des Armées il y a quelques semaines dans une cérémonie officielle à l'école militaire. Cette fourragère, en fait, c'est celle des Compagnons de la Libération, si je ne fais pas d'erreur. Compagnons de la Libération, c'est l'ordre donc créé par le général de Gaulle dès 1940 pour récompenser les braves. J'en profite d'ailleurs pour donner le titre de l'ouvrage qui m'échappait tout à l'heure. Les Compagnons de la Libération de la 13e division légère, demi-brigade de la Légion étrangère, signé d'Henri Veil, l'édition Mareuil, qui raconte ce que je vous disais tout à l'heure, tous ces hommes, ces militaires qui se sont engagés en ayant entendu ou pas d'ailleurs l'appel du général de Gaulle, qui se sont engagés dans la résistance armée à l'occupant. Merci Mériadec pour ces précisions et merci à vous sur Twitch également que je n'ai pas encore salué et je vais tout de suite remédier à cela. Bonjour à vous Miaouette, Kikilol. Vous nous dites que alors les pétards en effet sont interdits, toutefois j'avais vu ces questions passer tout à l'heure. Les traditionnels feux d'artifice du 14 juillet, eux ne seront pas annulés, ils auront bel et bien lieu. Toutefois le concert et les feux d'artifice seront faits sans public. Voilà pour en tout cas l'organisation. Bonjour à vous Claire, que j'ai plaisir à retrouver, cela fait longtemps puisque je reviens de vacances. Merci d'être merci pour toutes vos explications Marianne, pour cette cérémonie aujourd'hui. Bonjour à vous également Ulysse Closing, Red Arl 13 également. N'hésitez pas à commenter, je vois notamment que vous aviez bel et bien deviné quel était le modèle du char que nous avions vu et qui nous interrogeait un petit peu au début, mais vous l'avez bel et bien trouvé. Félicitations, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes de fins connaisseurs des différents appareils que nous allons voir, à commenter dans le chat. On essaiera de prendre tous vos commentaires, on vous en remercie. En tout cas, je vous laisse suivre ces images alors que le défilé aérien commence tout juste.
J'en profite Thibaut pour peut-être faire une précision au cas où c'était pas clair. En 2017, le 13 juillet 2017, effectivement, c'était le général De Villiers qui était chef d'état-major des armées, qui avait été, entre guillemets, remercié par le président Macron. Aujourd'hui, c'est bien le général Lecointre, hein, qui est, depuis d'ailleurs cet épisode-là, le patron des armées. Si ce n'était pas clair, voilà cette précision. Et donc là, comme je vous disais, on a donc c'est le premier défilé aérien. Alors, on a vu à l'écran, alors voilà, on a vu à l'écran l'A400M, l'Atlas. Voilà, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Là, en ce moment, on voit sans doute un A330 MRTT, l'avion gris que vous voyez, qui est en fait un ravitailleur, un appareil très important car c'est cet appareil qui permet aux avions de chasse d'être, comment dirais-je, d'avoir une permanence dans le ciel d'une part, là où nous avons des opérations, et surtout, d'assurer la continuité, la permanence de la dissuasion nucléaire, la partie aérienne de la dissuasion nucléaire. C'est la raison pour laquelle la France en particulier a investi dans le renouvellement de sa flotte de ravitailleurs. Et là, voilà, et là on voit l'avion Hawkeye qui est une véritable tour de contrôle aérienne. On voit d'ailleurs le radar Dome qui tourne. Il est encadré, je pense, on voit pas bien, mais par 2 Rafales. Alors, en fait, on a le même type d'appareil en miniature qui est basé, qui décolle et qui atterrit sur les porte-avions, le Hawkeye. Magnifique. Ah non, je confirme, il s'agit... Ouais, j'ai un doute là. C'est un Mirage, c'est des Mirage 2000, pardon. Ouais, ce sont des Mirage 2000. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui que l'armée de l'air est engagée dans les opérations, elle aussi, de manière importante, puisque l'armée de l'air assure la couverture aérienne de l'opération Barkhane au Sahel. Ces chasseurs sont basés à la fois à N'Djamena, donc à l'est du dispositif, ce qui lui permet d'ailleurs de couvrir le sud de la Libye et le nord de la République centrafricaine au passage, qui sont 2 points stratégiques majeurs. Ces avions de chasse sont également basé à Niamey au Niger, ce qui lui permet là d'intervenir très rapidement évidemment sur la zone opérationnelle du Mali, et en particulier la zone des 3 frontières qui se situe dans le sud-est du Mali, à cheval avec le Burkina Faso et le Niger. Alors voilà, ça c'est un Atlantique 2 de la marine. C'est un avion qui avait été conçu pour chasser, traquer les sous-marins soviétiques en Atlantique Nord en particulier, et qui a repris d'ailleurs du service, puisque la flotte sous-marine russe est de nouveau assez active, mais qu'on emploie aujourd'hui pour patrouiller au-dessus de l'immensité désertique du Sahel. C'est un avion qui est capable de voler de mémoire une dizaine d'heures. Les spécialistes ne me voudront pas d'être plus précis. Au-dessus du désert, avec une capacité évidemment de renseignement grâce à des moyens électroniques, mais également de frappe. Il emporte en fait des bombes dans ses soutes. Alors que l'ensemble du gouvernement est bel et bien présent, vous le voyez sur ces images, avec notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo,
Gérard Larcher, président du Sénat bien évidemment. On a vu Olivier Véran qui était sur le devant de l'affiche hier pour la signature du Ségur de la santé, alors qu'on entend d'autres appareils nous survoler. J'espère qu'on aura les images. Là pour le moment nous avons la tribune officielle. On va essayer de suivre cela. En tout cas on peut voir ce monsieur barbu que nous essayons de trouver tout à l'heure. On peut le voir à l'écran ici. Et on va essayer de décrire un petit peu ce gouvernement, nouvelle génération après son remaniement. On a notamment Marlène Schiappa qu'on peut observer, qui est désormais aux côtés de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, vous l'avez suivi. Voilà, peu d'images pour le moment de ce qui se passe dans les airs, mais vous inquiétez pas, les images d'Associated Press qui nous fournissent ces images vont bel et bien arriver. Alors là, Thibaut a confirmé, je pense qu'au centre c'est un A400M, flanqué à gauche, alors à gauche à l'écran, je pense que c'est un... je veux dire une bêtise, donc voilà. Et à droite, ça va être un Casa 260. C'est des appareils qui ont été utilisés pour réaliser des transferts de citoyens, de gens contaminés, avec des kits. On monte en fait des kits dans ces avions qu'on transforme en véritables ambulances de l'air, et on peut ainsi transporter des patients en état de réanimation, donc véritablement choqués, sur de longues distances. Ouais, c'est ça. Donc on avait aussi un Hercules et puis un avion de ravitaillement aussi en vol, un KC 130J, voilà, pour les spécialistes. Et là donc ce sont en jaune des Canadair qu'on reconnaît, et en bleu, en blanc un Dash Q400. Qui est aussi un avion qui sert notamment pour lutter contre les feux de forêt. Et je vous propose très rapidement de revenir sur le programme de cette journée, puisque c'est une journée particulièrement active. Tout d'abord, à la fin de cette cérémonie, nous aurons un discours d'Emmanuel Macron que vous pourrez suivre en direct sur Figaro Live. N'hésitez pas à rester avec nous. Mais ensuite, nous pourrons observer dans cette journée un peu particulière, eh bien tout d'abord des manifestations. Ce n'est pas coutume en 14 juillet, mais eh bien, on le sait déjà, eh bien, à 10h, de 10h à 12h, un rassemblement des Gilets jaunes était appelé devant l'IGPN. À 14h, un rassemblement des soignants devra lui être fait de la place de la République à la place de la Bastille. Ça, on pourra vous le faire suivre. Alors, ce sera pas forcément en direct, mais par contre, je vous donne rendez-vous sur Twitter et sur la page principale du Figaro pour suivre toutes les actualités de ce rassemblement au lendemain de la signature des accords du Ségur de la santé. Vous le savez, eh bien, ces négociations ne sont pas forcément en grande pompe pour tout l'ensemble du personnel des soignants et de l'hôpital public. Ce que l'on sait également, eh bien, et je vous le disais tout à l'heure, c'est que à 23h, comme tous les jours, eh bien, comme toutes les années plutôt, le fameux feu d'artifice et le concert du 14 juillet auront bel et bien lieu. Toutefois, ce sera sans public. Vous pourrez donc suivre cela en direct sur les différentes chaînes de télévision. Et si je vais aller voir tout de suite et je vais vous préciser cela. Mais si nous avons les images, eh bien, je vous propose de les suivre en direct sur Figaro Live avec moi ce soir. Je n'en suis pas sûr, hein, c'est un peu plus compliqué en général. Mais sinon, bah voilà, on vous donne rendez-vous, une fois n'est pas coutume, à la télévision pour suivre ces différentes festivités. Alors qu'on revient sur la place de la Concorde Mériadec pour suivre bien la suite de cette cérémonie. Avec un événement toujours très attendu, la musique de la Légion étrangère. Vous savez que la Légion étrangère défile à un pas particulier qui est plus lent que celui des troupes conventionnelles, de la régulière comme on dit. Voilà, musique de la Légion étrangère qui va ouvrir le tableau au sol dans quelques instants. Visiblement, ça provoque des commentaires dans la tribune présidentielle.
Légion étrangère, on peut en profiter puisque le débat est d'actualité pour dire que s'il y a bien une troupe, l'armée en général, qui est le reflet de la société, la Légion étrangère depuis, par conception, qui est une troupe qui intègre, hein, c'est une troupe intégratrice. Elle recrute des hommes, des jeunes hommes qui viennent du monde entier, qui évidemment, pour la plupart d'entre eux, arrivent en France sans même parler un mot de français. Elle les recrute, elle leur apprend le français, elle leur apprend les codes de la Légion étrangère, et ces hommes deviennent français par le sang versé. C'est une belle... c'est connu, mais voilà, ça mérite d'être rappelé. Alors, le président de la République rappelait hier soir un chiffre fort. Cette année, alors je pense qu'il parlait entre le 14 juillet 2019 et 14 juillet 2020, les armées ont connu la mort soit à l'ennemi, pour reprendre son expression, soit en mission commandée, de 31 des leurs. Hein, c'est un chiffre important qui illustre le prix, le crédit payé par les armées et par notre société à la défense, à notre défense, à la fois au plus près et surtout aux avant-postes, hein, qui sont évidemment le Sahel, puisque c'est là où on meurt à l'ennemi aujourd'hui sous l'uniforme français. Je rappelle qu'il y a en novembre dernier 13 de nos soldats qui sont morts dans le crash de 2 hélicoptères de combat, enfin 2 hélicoptères au Mali. Et vous aviez pu suivre cet hommage national aux Invalides en direct sur Figaro Live. Moi, ce que je vous propose également, c'est de revenir sur la mort, justement, au combat à l'âge de 21 ans de première classe, Kevin Clément, deuxième légionnaire du régiment de la Légion étrangère, décédé au Mali. Voilà, on avait pu suivre également cet hommage national en mai dernier sur Figaro Live. Ça, c'est une particularité aussi des troupes françaises. Alors évidemment, aujourd'hui, ce matin, c'est un hommage aux combattants du Covid, à ceux qui les ont appuyés, donc les armées à travers l'opération Résilience. Au plus fort de cette opération Résilience, on a compté jusqu'à une douzaine de missions quotidiennes pour les armées, entre les évacuations sanitaires par les airs, la protection d'endroits dans lesquels étaient stockés par exemple des masques, la protection de convois logistiques. On a pu compter jusqu'à une douzaine, mais en fait ce qui fait surtout la spécificité de nos armées aujourd'hui, c'est qu'elles sont quasiment aujourd'hui encore les seules à payer le prix du sang pour la stabilité et pour la lutte antiterroriste, la stabilité du Sahel et la lutte antiterroriste au Sahel. En janvier dernier, il y a eu lieu le sommet de Pau, au cours de laquelle le président Macron et ses 5 partenaires africains du G5 Sahel, hein, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, ont décidé de réaliser un sursaut militaire en mettant davantage d'hommes au sol, en allant chercher les terroristes là où ils se situaient, en particulier dans cette fameuse zone des 3 frontières. Et en 6 mois, on a obtenu des résultats, mais on a obtenu des résultats au prix de la sueur et du sang. Aujourd'hui, les troupes françaises, pour obtenir des résultats, elles nomadisent pendant plusieurs semaines dans le désert, par des températures extrêmes, 45-50 degrés. Elles sont ravitaillées uniquement, souvent par air, en eau et en nourriture. Et évidemment, quand on va chercher l'ennemi, on peut prendre ses pertes, comme on dit, et en particulier au passage de convois, certains véhicules sautent sur ce qu'on appelle les engins explosifs improvisés, les EED ou IED en anglais, qui sont en fait l'arme du pauvre face à cette armée à la fois rustique et technologique. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique.
Il me semble me rappeler que souvent ça c'est une digression qui a lieu plutôt en fin de défilé dans les défilés traditionnels. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais souvent après les défilés des troupes à pied et motorisées qui descendent des Champs-Élysées, le défilé se termine par une aubade. Et de temps en temps, les musiques qui sont militaires qui sont présentes, effectivement, interprètent des morceaux choisis qui varient un peu du traditionnel morceau militaire. Je me souviens notamment que ça avait été le cas lors de la cérémonie où Donald Trump était présent et l'ensemble des militaires qui jouaient devant lui avaient entonné plusieurs titres qui n'étaient pas forcément connus. Exact, vous avez raison. Hier, le 13 juillet, le président Macron a également passé en revue les points chauds du globe. Il a évidemment mentionné l'opération Barkhane. Il a employé le terme de victoire à propos des 6 mois écoulés dont je vous parlais tout à l'heure, mais il a dit également qu'il y aurait un prochain rendez-vous à la fin de l'année pour voir si ces victoires avaient pu être transformées, dépassées pour marquer des points sur le plan de la restauration de la paix, le retour des États, des gouvernants et de la puissance publique et des États dans les pays, dans les zones délaissées. Ça, c'est un premier plan. Donc on sait que il y aura un premier rendez-vous sahélien en fin d'année. Il a aussi évidemment insisté, alors un peu sur l'axe Indo-Pacifique, en expliquant qu'il veillerait, que nous veillerons, que les armées veilleraient à la liberté de la souveraineté. Il pense notamment à la liberté, au droit international de navigation dans les mers non souveraines. Et puis, il a surtout insisté sur la Méditerranée, en disant que c'était l'une des priorités des prochains mois et que c'était là où se concentrait actuellement ce que la revue stratégique de 2017 avait décrit, à savoir le retour des États-puissances, l'emploi de la force, voire de l'intimidation. On pourra en reparler si vous voulez, mais là ça fait référence directement à notre marine dont un des bâtiments a fait l'objet d'une passe d'armes il y a quelques semaines, mi-juillet, avec un bâtiment turc au large de Misrata en Libye. Oui, je suis en train, comme on vous parlait, de retrouver les chiffres exacts, mais bref, vous les avez donnés. Voilà, donc là on voit à l'écran le défilé des hélicoptères, avec, on a vu, je vais essayer de retrouver les images, mais on a vu, je crois, des hélicoptères d'attaque. Non, alors ça, voilà, ça c'est le Caïman. Le NH-90, c'est son nom industriel. Le Caïman, qui est le nouvel hélicoptère de transport de l'armée de terre, qui est un véritable bijou. J'ai eu l'occasion de voler sur Caïman et de me poser sur la piste d'atterrissage, entre guillemets, d'une frégate française en Méditerranée. C'est incroyable, cet hélicoptère d'une stabilité, d'une douceur. Il est bourré d'électronique. C'est vraiment un engin incroyable. Qui a servi justement à transporter nos compatriotes français qui étaient dans les hôpitaux de l'Est pour les transférer dans d'autres hôpitaux. Et à droite, on voit un Dauphin qui est un hélicoptère qui sert à la marine en particulier. Et voilà, ça c'est le fameux hélicoptère Tigre, également un hélicoptère formidable, incroyable. Tous les pilotes se louent cet hélicoptère qui est évidemment aussi bourré d'électronique, mais qui rend d'énormes services pour appuyer les troupes au sol. Il est doté en particulier, on ne le voit pas, dans le nez d'un canon qui sert beaucoup pour appuyer nos troupes au sol. Alors ça, ce sont les hélicoptères tellement connus que j'oublie leur nom, et je vais le retrouver. La bête de somme de l'armée de terre. Les Pumas, voilà, ce sont des Pumas.
à droite et à gauche un Caïman, donc 2 générations d'hélicoptères qui sont les hélicoptères sont surengagés, suremployés. Et d'ailleurs, les gens de l'aviation légère de l'armée de terre, de la LAT, souhaiteraient bien eux aussi avoir les fameux Chinook. Vous savez, ces hélicoptères qui ont un rotor à chaque bout de leur carlingue. Et qui sont aujourd'hui, ce sont aujourd'hui des Chinook britanniques qui sont dépêchés au Mali. Et ils ont en fait une grande qualité, c'est qu'ils ont une capacité d'emport de charge qui est très importante, beaucoup plus importante que nos hélicoptères, et qui permet en fait, qui rend d'énormes services à nos troupes, qui leur permet d'avoir beaucoup de réactivité quand ils détectent une embuscade ou un point logistique ennemi, et qui nous manque beaucoup. Alors je rebondis sur ce commentaire, Mériadec, qui nous parvient. Stéphanie Delors, bonjour, merci à vous d'être avec nous sur Facebook. Et vous nous soumettez ce commentaire, vous nous dites: les caméras devraient faire des plans sur les invités des tribunes, des invités exceptionnels du président, notamment la tribune bleue. Alors moi je vais parler un petit peu de ces invités exceptionnels, puisque cette année, vous le savez, eh bien, la cérémonie est en hommage aux soignants, et donc eh bien, ont été invités spécialement pour assister à l'événement des soignants, des fonctionnaires, des associatifs, des membres de la société civile, des personnalités engagées durant la crise. Ça, c'est ce que nous affirmait l'Élysée. On aura également aussi un panel de familles de soignants qui ont perdu la vie durant l'épidémie. Et là, on voit à l'écran, si je ne me trompe pas, le général Bayeux de Marisy, qui est l'adjoint du gouvernement militaire de Paris, qui en fait... alors, le gouvernement militaire de Paris est le patron des défilés, le général Bayeux de Marisy est le commandant des troupes, en quelque sorte. Pour les observateurs non avertis, c'est toujours intéressant à noter, même si maintenant c'est bien connu, mais tous les officiers, les soldats d'ailleurs qui défilent aujourd'hui, depuis quelques années, ont tous en fait un certain nombre de décorations, à l'image de celles que porte le chef d'état-major des armées. Cela en fait illustre bien que nous avons aujourd'hui une armée qui est une armée d'engagement, une armée qui fait la guerre, qui fait les opérations, et ça c'est vraiment une spécificité française en Europe. Les Britanniques étaient aussi comme les Français, mais ils ont beaucoup perdu à la suite de leur aventure avec les Américains en Irak, à telle enseigne aujourd'hui que c'est une armée qui a beaucoup de mal à retrouver son rang. Et la France est, avec les États-Unis aujourd'hui, une des armées les plus engagées au monde. C'est qui lui donne évidemment beaucoup de légitimité et qui donne beaucoup de légitimité au chef d'état-major des armées pour parler avec ses homologues, mais aussi avec les autorités politiques françaises. Voilà, un Allemand. L'Autriche. La Suisse, l'Autriche, le Luxembourg et l'Allemagne. Voilà. En fait, la formation, les formations sont normées, ce sont des gardes au drapeau. Voilà la Suisse. Suisse où la réserve est très importante. La réserve a été mobilisée en Suisse. C'est une armée, le noyau de l'armée professionnelle suisse est très, très, très petit. Et l'armée de réserve est très importante. Elle a été mobilisée pour apporter sa contribution à la lutte contre le Covid. Et là maintenant on a le défilé des différentes écoles qui sont toutes représentées traditionnellement. Alors là je vois pas, est-ce que c'est l'uniforme bleu, c'est peut-être la... Non, ça c'est l'école de la santé je pense, avec le caducée. Voilà. Donc c'est Lyon aujourd'hui, l'école de la santé, une école prestigieuse qui forme le personnel soignant, notamment les médecins militaires qui sont vraiment, c'est la crème de la crème, l'élite de l'élite médicale quand ils sont recrutés. Seulement aujourd'hui il y a un déficit notamment de médecins dans le service de santé des armées. Il manque environ une centaine de postes de médecins pour une bonne et simple raison, c'est que ces femmes et ces hommes sont surengagés eux aussi, car à chaque fois qu'on engage des militaires, on engage également un soutien de santé.
Ces hommes et ces femmes passent 4 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois au Sahel par exemple, dans les mêmes conditions que nos hommes. Et évidemment, quand ils y vont, quand ils entrent dans cette voie militaire, il y a un écart important de salaire avec leurs camarades qui font carrière dans le public ou dans le privé d'ailleurs. Et donc souvent ce qui se passe, c'est que ces jeunes sont formés, se forment sous l'uniforme, font quelques années, et puis une fois qu'ils ont bien tourné en opération, une fois par an, jusqu'à plus une fois par an pour ceux qui tournent le plus, eh bien ils quittent l'armée, et voilà, il y a un problème d'attractivité. Le président en a parlé hier d'ailleurs dans son discours. Il a dit qu'il donnait rendez-vous à la fin de l'année, en décembre, aux armées, pour la réforme du système de rémunération des militaires. C'est l'école, si je me trompe, c'est l'école militaire interarmes qui forme donc les officiers qui sortent du rang, qui se sont engagés en particulier comme sous-officiers d'active. Ce sont des officiers donc qui serviront comme lieutenants et qui seront plus âgés que les jeunes Saint-Cyriens qu'on a vus tout à l'heure, qui sortent eux de 2 ans de préparation après le bac. Et on a pu le voir, Mériadec, la place de l'armée dans le soin, avec bien au plus fort de l'épidémie de Covid-19, avec la mise en place d'un hôpital militaire à Mulhouse, quelque chose de pas banal, d'assez exceptionnel, et qui a été extrêmement important, alors que le pic de l'épidémie était au plus fort. Et puis voilà, et surtout pour la prise en charge, notamment de cet épicentre à Mulhouse. Alors comme je le disais tout à l'heure, nos armées sont surengagées et par voie de conséquence, notre service de santé des armées aujourd'hui a une expérience incroyable en matière de traumatisme de guerre, de blessures de guerre, de grands brûlés, de gens amputés. D'ailleurs, ces blessés-là sont donc pris en charge sur le théâtre, ensuite évacués par les Falcons médicalisés qu'on a vu tout à l'heure, accueillis notamment à Percy, à l'hôpital d'instruction des armées de Percy, à celui de Bégin à Vincennes, Percy à Clamart, Bégin à Vincennes et ailleurs, où ils sont soignés par des spécialistes, puis pris en charge par l'Institution nationale des Invalides notamment, qui est spécialisée depuis la Première Guerre mondiale dans la réparation des blessés de guerre, ce qui leur donne évidemment une spécialité, mais ces services de santé des armées a subi les effets des coupes sombres financières qui ont pesé sur nos armées depuis une dizaine d'années, jusqu'en 2014-2015. Elle a perdu par exemple, je crois, 1600 postes en ces 5 dernières années. Et donc elle est également sous tension. Il est également sous tension, ce service de santé des armées. Un rapport du Sénat sorti mi-juin recommande d'augmenter ses budgets pour pouvoir lui redonner de l'air et de l'épaisseur, de l'étoffe. Son budget, 1,4 milliard d'euros. Donc c'est un condensé de spécialités. Et en même temps, à l'échelle nationale, c'est symbolique, puisque c'est 1% à peu près de l'offre de soins nationale. Mais comme vous l'avez dit, avec des capacités exceptionnelles et surtout une capacité de réactivité immédiate, comme on l'a vu avec le déploiement de l'hôpital militaire de campagne, l'élément militaire de réanimation, l'EMR, à Mulhouse en mars dernier. Une trentaine de lits uniquement dédiés à la réanimation des patients. Mais par exemple, en ce moment, il y a un peu plus de 300 personnels du service de santé des armées qui sont déployés sur les théâtres d'opérations extérieures. Là-dessus. En revanche, beaucoup de messages de soutien. Bonjour Sylviane Fouquet-Bruyant sur la page Facebook du Figaro. Vive la France, vive les forces de l'ordre, vive l'armée. Bonjour Olivier Bourda qui nous rappelle, qui nous dit liberté, équité, fraternité. Axel Huet qui nous dit merci à vous tous qui étiez au front lors de cette pandémie. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours. Merci pour vos messages de soutien. Merci à Paulette Vino qui nous dit immense soutien et respect à nos militaires, gendarmes, pompiers,
policiers. Bah voilà, n'hésitez pas en tout cas à passer tous vos messages sur la page Facebook du Figaro. On les prend, on essaye de les mettre en avant. N'hésitez pas aussi à nous poser vos questions à Myriade Crafray, journaliste spécialisée, également secrétaire au sein de l'association des journalistes de défense, pourra vous apporter pas mal d'explications, je pense, donc n'hésitez pas. Voilà, Raja Corbels qui nous dit « Joyeuse fête ma belle France ». Bah, merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui. On a Marjo DL qui nous dit « Notre armée est magnifique ». Bah, merci à vous de vos messages. On vous laisse suivre ces images en direct, bien évidemment, sur Figaro Live. Alors on a vu défiler des écoles prestigieuses qui forment l'élite des cadres de l'armée de demain, mais on a vu également défiler, j'ai aperçu en particulier l'école des mousses. C'est un mot que j'aime bien, moi qui suis d'origine bretonne, et c'est une école qui est intéressante parce qu'elle forme des jeunes gens, jeunes femmes, jeunes hommes, qui sont à peine sortis du système éducatif, pour certains qui n'y ont pas forcément brillé pour plein de raisons, pour certains en difficulté. Et ces écoles des mousses, il y en a une à Brest et à Cherbourg, en quelques mois, grâce à un encadrement de marins expérimentés, forment et redonnent du goût à ces jeunes Français qui pouvaient avoir souffert dans le système scolaire, les remet dans le droit chemin, entre guillemets, le droit chemin pédagogique, j'entends, et leur donne, et ces jeunes hommes et ces jeunes femmes peuvent ensuite s'engager pour servir sur les bâtiments de la Marine nationale, et ensuite se former de manière continue, comme on dit dans les entreprises, aux différentes spécialités qu'offre la Marine nationale. La Marine nationale est véritablement une armée de spécialistes. 24e RI, on voit ce régiment défiler, il était basé à Vincennes. Il a une particularité, c'est que c'est le seul régiment constitué de l'armée de terre qui est à 97% composé de réservistes, donc des gens qui ont un métier dans le civil, entre guillemets, et qui, le temps de leur convocation sous les drapeaux, occupent un poste officiel dans ce régiment, aux portes de Vincennes. Warzone, Roland, Expat Liberté, Piver 002, bah merci à vous, n'hésitez pas à commenter, à nous poser toutes vos questions, ce sera avec grand plaisir qu'on les prendra, et merci à vous, vos messages. Warzone qui nous dit salut à tous, bon 14 juillet. Là, c'est l'armée de l'air qui défile. Et là, ça doit être les pompiers de l'air, pardon. Ouais, c'est ça. Bravo Thibaut pour ce fin commentaire. En fait, mais c'est intéressant. On peut développer un peu. Le FAMAS, effectivement, est le dernier fusil d'assaut fabriqué en France qui équipe nos armées, et on a choisi pour le remplacer le HK416, qui est une arme allemande qui est en cours de dotation dans les armées. Et c'est un point intéressant parce que en 2017, enfin 2016 et puis surtout 2017, quand Emmanuel Macron arrive aux commandes, le gouvernement en fait va officialiser le sursaut budgétaire des années 2015-2016 pour le transformer et surtout le pérenniser d'année en année. Et l'une des demandes des armées, c'est en particulier, et notamment de l'armée de terre, c'est en particulier de faire effort sur les petits équipements, ceux finalement qu'on ne voit pas quand on fait
quand on essaye de supprimer des commandes parce que les budgets baissent. Si on supprime le porte-avions, tout de suite ça se voit. Lorsqu'on supprime des éléments individuels, c'est évidemment ça passe plus inaperçu. Et en fait, l'une des demandes des soldats qui font la guerre au quotidien, c'est d'être mieux équipés, d'avoir une arme moderne, d'avoir un gilet pare-balles moderne, c'est-à-dire qu'il soit à la fois efficace et pas trop lourd pour pas les gêner dans le combat, etc., etc. Et il y a une forte inquiétude actuellement, d'ailleurs de la part tant des chefs militaires que des hommes dans les régiments et sur les bateaux. Ils se demandent si les contraintes budgétaires fortes que connaît actuellement la France ne vont pas une fois de plus peser sur les promesses qui leur ont été faites et sur ce sursaut budgétaire qui a été cranté par le gouvernement depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Le président Macron n'y a pas trop répondu hier. J'ai trouvé que c'était un élément qu'il avait passé sous silence, alors que les inquiétudes sont fortes, car traditionnellement, malheureusement, lorsque il fallait faire des choix budgétaires, les armées étaient, selon la formule consacrée, la variable d'ajustement des budgets. Et comme nous le rappelle Lolilol 1975, le HK qui donc désigne Heckler & Koch en allemand, pour bien désigner ce fusil allemand qui désormais ont remplacé les FAMAS. Alors, ces choix ont été faits par la Direction Générale de l'Armement qui gère les acquisitions de matériel en lien avec les industriels. On peut déplorer qu'il n'y ait plus de fabricants d'armes de petit calibre français, mais il n'y a plus non plus de fabricants de munitions de petit calibre. Hein. L'armée française s'approvisionne aujourd'hui à l'étranger, dans différents pays, y compris des pays plus ou moins exotiques. C'est un sujet qui jusqu'à présent avait pu passer pour anecdotique, mais qui depuis la période du Covid l'est beaucoup moins, je crois, pour les Français en tout cas. On a compris que pour avoir des masques, quand tout le monde en voulait, si on s'approvisionnait en Chine, ça pouvait être compliqué. Eh bien, le sujet peut être aujourd'hui exactement le même pour s'approvisionner en munitions. Voilà, c'est un des sujets, je pense, qui est à l'étude chez les spécialistes militaires qui travaillent aujourd'hui sur l'hypothèse du retour de conflits de haute intensité. La guerre que nous menons au Sahel actuellement est une guerre qui n'est pas une guerre de haute intensité. L'ensemble de la nation n'est pas, l'ensemble des armées n'est pas engagé, l'ensemble de la nation n'est pas, l'outil industriel n'est pas engagé, mais les stratèges, notamment ceux qui ont réfléchi et écrit la revue stratégique de 2017, font le pari, et je pense qu'on peut les écouter, à l'aune de ce qui se passe actuellement dans le monde, d'un retour probable des guerres de haute intensité. Et là, ces guerres, elles se font à la fois avec les armées, bien sûr, mais avec des moyens logistiques et surtout des moyens industriels importants qui permettent de tenir dans la durée. On voit actuellement les représentants des forces de sécurité intérieure en blanc, les policiers en bleu. Alors j'ai un doute, non, ce ne sont pas des gendarmes, ce sont les éléments des douanes, je pense, ou de l'administration pénitentiaire. J'avoue que j'ai un doute, soit l'un, soit l'autre. Alors qu'on s'approche bien de la fin de cette cérémonie, Mériadec, avec un discours d'Emmanuel Macron, le chef des armées, président de la République, qui doit se faire aux alentours de midi, si je ne m'abuse. Écoutez, moi j'ai plutôt 13h, 13h15, à moins que ça ait changé. Hein, il peut y avoir, mais je crois que le discours sera décorrélé en fait du défilé, de ce moment d'hommage
traditionnel de la nation à ses soldats et aujourd'hui cette fois d'hommage à tous les combattants de la crise sanitaire. Vous savez, c'est un moment traditionnellement de rassemblement, d'harmonie, comment dirais-je, de pause politique. Et tout à l'heure, le président va reprendre la politique, hein, puisqu'il va donc prononcer son discours. Discours du 14 juillet d'ailleurs qu'il avait, en arrivant à l'été 2017 à l'Elysée, estimé inopportun pour lui. Il voulait rompre avec cette tradition et donc il ne s'était pas exprimé. Et là donc, au regard de l'évolution de son quinquennat, il a donc remis à l'honneur ce discours. Et en effet, je m'étais trompé d'1 heure pour le discours d'Emmanuel Macron. En revanche, j'étais bel et bien dans les heures pour cette cérémonie finale qui s'intitule « Hommage à la Nation ». Peut-être un commentaire, Thibaut, si vous me le permettez. Je pense que les militaires que l'on voit là, ce sont des militaires du service militaire adapté. Le SMA, c'est un mécanisme qui fonctionne très bien, qui permet en fait d'inculquer une formation à la fois militaire et professionnelle à des jeunes, et en particulier aux jeunes de nos départements et territoires d'outre-mer, le SMA. Un système qui coûte un peu cher, mais qui fonctionne bien. Alors qu'un immense drapeau noir et blanc arrive ici sur cette place de la Concorde qui donc fut le théâtre d'une cérémonie inédite depuis 1945. Ouais, c'est ça, hein. Je suis en train de vérifier avec mes documents, c'est bien les hommes et les femmes du service militaire adapté dont le pendant métropolitain est le service militaire volontaire qui a été mis en place en 2015 en métropole. Le service militaire volontaire, il n'y a pas l'aspect professionnel qu'a le service militaire adapté en Outre-mer, mais la recette est la même et le succès est également au rendez-vous. Simplement, on parle de quelques milliers de jeunes à chaque fois. Donc c'est un modèle échantillonnaire et qui coûte quand même assez cher, mais qui met en valeur en fait le modèle d'intégration et de formation de nos armées qui fonctionne très bien. Et vous l'entendez, ces applaudissements, ces blouses blanches qui viennent sur la place de la Concorde pour venir illustrer cette place des soignants dans cet hommage national. C'était le nom de cette cérémonie finale. On vous le disait tout à l'heure, la patrouille de France est passée une première fois avec les traditionnelles traînées bleu, blanc, rouge. Elle va désormais passer une seconde fois avec cette fois-ci seulement la couleur blanche.
On peut ajouter, Thibaut, que la patrouille de France chevauche des Alpha Jet, cet avion de conception de fabrication franco-allemande, qui vient d'être retiré, qui était l'avion sur lequel s'entraînaient, se formaient les jeunes pilotes de chasse, donc à leur métier de pilote de chasse, notamment à Tours. Et les Alpha Jet viennent d'être retirés du service. Donc c'est un moment historique, une page historique qui se referme pour l'armée de l'air. Et pour cet appareil qui rejoint désormais les bancs des musées et qui servira notamment à former les jeunes mécaniciens des écoles de mécaniciens de l'armée de l'air. Alors que beaucoup de messages de soutien, notamment sur la page principale du Figaro, on vous en remercie. Bravo les hospitaliers Topic News. Bah écoutez, merci de vos messages. N'hésitez pas sur Facebook, sur la page principale du Figaro, sur Twitch, à envoyer tous vos messages de soutien à nos soignants. Non pas de les applaudir à nos balcons, comme ce fut le cas pendant la crise sanitaire, mais bel et bien d'envoyer tous vos messages de soutien. Avec ce message, Véronique Crespo sur Facebook, les blouses blanches, ce sont des héros du jour, ils étaient au front et continuent. Bravo, merci à vous de votre message. N'hésitez pas, si comme Véronique vous avez des messages de soutien à faire passer, nous les ferons remonter avec grand plaisir, comme le vôtre Alan Jalal qui dit bravo, longue vie aux soignants, Martine Busso qui nous dit bravo aux soignants, je les respecte en portant toujours le masque. Eh bien merci de vos messages et bravo pour votre responsabilité. Lolilol 1975, bravo les soignants également, merci à vous. Présenter. 1.
vous le voyez, le blanc à l'honneur, en hommage aux soignants, les blouses blanches, en première ligne pendant la crise du Covid, de la Covid-19 plutôt. Et vous le voyez, donc cette Marseillaise historique dans un contexte sanitaire mais également national historique. Et voilà Thibaut, le gouverneur militaire de Paris, le général Bruno Leray, qui va être, je pense, félicité ou remercié en tout cas par le président Macron comme le veut la tradition et comme il le fait à chaque fin de défilé. En général, il dit un mot, surtout que c'est donc le dernier défilé de cet officier, pour cet officier. Merci à vous en tout cas d'être toujours avec nous. Je vois notamment votre question sur Twitch, Lolilol qui nous demande qui est le compositeur de cet arrangement de la Marseillaise que vous trouvez très beau. Eh bien alors je n'ai pas le nom du compositeur en tout cas, enfin au-delà de Rouget de Lille bien évidemment, qui est plutôt l'auteur, mais ce que je peux vous dire en tout cas c'est que ce tableau final qu'on a pu observer s'appelle Hommage à la Nation eh bien il prend corps autour d'un grand drapeau qui a été donc déployé, vous l'avez vu, au son de la Marseillaise interprété par le chœur de l'armée française, et la musique de l'air qui a participé à ce tableau a été jouée selon une composition intitulée Résilience. Thibaut, c'est pour répondre à des interrogations des internautes en début de défilé. Vous voyez que le président reste à distance des défilants et qu'il ne va pas leur serrer la main et ne s'approche pas d'eux pour leur parler comme il le fait, comme il aime à le faire, comme chaque président aime le faire après les défilés. Voilà. Et il revêt même un masque pour venir saluer la tribune. Des images historiques, on a peu l'habitude de voir une cérémonie du 14 juillet avec eh bien, ce masque qui est désormais au devant de la scène, on peut le dire.
Et Jean Castex qui porte lui également un masque. Ce masque, Thibaut, d'un point de vue, pour le commentateur, le spécialiste des questions de défense que je suis, qui est aussi le symbole de la fragilité finalement d'une nation, d'un pays face à des risques de l'ampleur de la pandémie et qui doivent, je pense, souligner le fait qu'il y a deux types de nations face à cette fragilité, ceux qui investissent à la fois dans des structures hospitalières, de santé, mais également dans leur outil militaire, celui qui doit nous protéger lorsque tout tombe, lorsque c'est le chaos. C'est, selon l'expression consacrée, le rôle des armées que d'être le dernier rempart face au danger, que quelle que soit finalement la forme que ce danger prenne aujourd'hui, et une fois de plus, la revue stratégique, d'ailleurs le président l'a souligné hier soir dans son discours, en 2017, avait bien listé tous ces dangers, y compris d'ailleurs celui de la pandémie, qui avait été noté par les stratèges militaires dans les différents livres blancs précédant cette revue stratégique. Et justement, ça c'est intéressant, le commentateur spécialisé que vous êtes aura peut-être une réaction, puisque, bien je le rappelle, cette phrase importante qui marquera peut-être l'année 2020 à l'échelle de notre nation, nous sommes en guerre, Mériadec. Alors nous, effectivement, nous sommes en guerre. C'est une expression qui a fait couler l'encre des éditorialistes, mais nous sommes toujours en guerre face effectivement à cette pandémie dont on voit bien qu'on a du mal à la connaître et à la comprendre. Nous sommes toujours en guerre face au terrorisme. Je vous rappelle qu'en ce moment même, dans Paris et dans les grandes métropoles de France et d'outre-mer, se déroule l'opération Sentinelle, qui est une opération qui vient appuyer le travail des forces de l'ordre pour nous protéger contre le danger du terrorisme islamique. Nous sommes en guerre au quotidien, en ce moment même, nos hommes font la guerre au Sahel, nos aviateurs de l'opération Chamal en Jordanie font la guerre. Nous avons également l'opération Agénor dans le Golfe Persique qui veille justement à la stabilité de cette zone, pour l'instant un peu moins sous tension, mais qui peut le redevenir sans préavis. Et enfin, nous sommes sous les mers actuellement. Il y a un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui, avec sa vingtaine de missiles nucléaires, est garante de l'indépendance, de la souveraineté de la France face à un danger ultime. D'ailleurs, pendant cette pandémie, l'armée de l'air a mis en place un exercice et l'a fait savoir discrètement, et tous nos concurrents et les États étaient à l'écoute. Elle a mis en place un exercice aérien pour tester et démontrer la permanence du volet de la dissuasion aérienne. Donc oui, nous sommes en guerre, sans compter évidemment la guerre dans l'espace. Le président de la République a dit hier que depuis 2017, il avait créé le commandement militaire de l'espace à Toulouse, dans l'espace, et puis évidemment dans ce cinquième élément qui est le cyberespace. Actuellement également, il y a des militaires spécialisés dans la cyberdéfense et la cyberattaque qui veillent et qui nous protègent dans ce cyberespace, qui a fait l'objet également de plusieurs attaques à noter pendant cette période particulière du confinement. Tout à fait, et qui représente le cyberespace, et l'information représente tout simplement l'un des points cruciaux de la guerre moderne actuelle. On a donc désormais, Mériadec, ces images du président de la République accompagné par Jean Castex et Olivier Véran. Ce n'est pas rien, c'est pas un symbole, un simple symbole. Le ministre de la Santé et des Solidarités, le Premier ministre, tous deux viennent de signer le Ségur de la Santé hier. On a pu suivre ces images en direct sur Figaro Live. Et donc toutes ces personnes qui portent un masque pour ces échanges. Je vous le rappelle, dans les tribunes aujourd'hui, même si le nombre de spectateurs est particulièrement limité, avec 2195 participants seulement sur place, soit 2 fois moins que l'année dernière. Alors pour Thibaut, 2195, c'est le nombre de militaires, en tout 5000. Ah pardon.
Voilà, 2195 c'est le nombre de militaires et le reste est composé d'environ 500 personnels de sécurité, des médias, etc. Et le solde est composé des invités de l'Élysée, dont en majorité les personnels soignants et tous ces métiers, ces fonctionnaires et ces métiers qui n'ont pas débauché pendant la crise, depuis les éboueurs jusqu'aux agents d'EDF qui ont géré les réseaux d'électricité, etc., etc. Voilà, merci beaucoup de ces précisions. C'est vrai que les chiffres sont assez nombreux, il faut les prendre comme il faut. Et donc, la jauge était à moins de 5000 donc pour respecter les décrets en vigueur sur les rassemblements en période non plus d'urgence sanitaire, puisqu'on n'y est plus depuis le 10 juillet, mais les rassemblements de moins de 5000 personnes, au-delà, ne sont toujours pas autorisés. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette cérémonie, Mériadec. Un grand merci pour toutes ces explications claires. Les rendez-vous ne sont pas terminés, hein, puisque à 13 h, on doit avoir un discours particulièrement attendu de la part du président de la République. Merci Thibaut, merci à tous les internautes de nous avoir suivis ce matin. Et voilà, en tout cas, on vous donne rendez-vous. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé défense et que vous êtes secrétaire général de l'association des journalistes de défense. On vous remercie profondément pour toutes ces explications et d'avoir suivi avec nous cette célébration du 14 juillet un petit peu spéciale. Pour la première fois depuis 1945, le défilé militaire traditionnel n'était pas tout à fait représenté. On était plutôt dans une cérémonie d'hommage aux soignants en cette période de crise sanitaire historique qui continue d'être assez représentative avec ce nombre de personnes portant un masque, vous le voyez sur la tribune. Moi je vous donne rendez-vous à 13 h, on va suivre en direct le discours d'Emmanuel Macron, le président de la République et le chef des armées. On va pouvoir suivre les enjeux de ce discours en direct, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur la page principale du Figaro, sur Facebook mais également sur Twitch. Et ensuite, eh bien, le programme de la journée n'est lui aussi pas terminé puisque de 10 h à 12 h il y avait un appel de manifestation des Gilets jaunes devant les GPN, mais surtout eh bien, une manifestation est appelée à 14 h de la place de la République à celle de la Bastille de la part des soignants qui eux s'estiment lésés en cette période de signature hier de la crise du Ségur de la santé. Eh bien, on essaiera de suivre cela sur le Figaro en page principale, n'hésitez pas à vous y rendre si vous souhaitez bien voir un petit peu comment se passe ce rassemblement et surtout bien évidemment ce soir à 23 h le traditionnel concert puis les feux d'artifice qui eux par contre se feront sans spectateurs. On sait que d'habitude c'est un rendez-vous prisé des touristes mais également des Parisiens et Français. Eh bien on pourra suivre en tout cas ces images en direct. Moi je vous donne rendez-vous très vite sur Figaro Live, donc à 13 h pour le discours d'Emmanuel Macron et je vous dis à très bientôt sur Figaro Live.